M'appelle James Zabel, qui est donc le directeur pour Hexagon Novatel, directeur manager. Il va nous parler du système GNSS et du système GEMS. James, pouvez-vous nous dire quel serait le pire des scénarios pour le GNSS? Oui. Tout fonctionne bien. Donc c'est formidable de voir toutes ces personnes ici. En fait, on prend beaucoup d'humilité en voyant la progression des études universitaires vers les startups. Certaines startups sont dans la production aujourd'hui. Du point de vue des exposants, c'est là où on veut être. On veut être là pour aider les personnes, les aider à avancer, pour que les robots soient dans un environnement de production. Et le GNSS, je vous en parlais plus en avant. Quel serait le pire scénario? J'ai vu des scénarios durant les 2 ou 3 jours où finalement les produits on laisse tomber les produits à cause du GNSS. Ça ne devrait pas nous stopper. Donc je me présente, je suis un agriculteur, je viens d'une famille d'agriculteurs. Nous sommes également donc agriculteurs et éleveurs de moutons. Une grande ferme donc, de famille. Hexagon, eh bien, c'est un fournisseur de services avec 25 000 employés en tout, qui se concentre sur des solutions autonomes qui représentent environ 15 000 personnes. Et sur ces 15 000 personnes, 1 500 personnes, 700 s'occupent de GNSS et ensuite 200 personnes travaillent seulement sur les cultures aquaculture, donc perception, contrôle, système de positionnement. Donc nous apportons une solution à trois grandes questions. Où suis-je? Où se trouve ma machine? Et nous le faisons avec une grande intégrité et avec un caractère tout à fait fiable. Ensuite, que se passe-t-il autour de moi? Les solutions de perception pour mieux comprendre l'environnement dans lequel il travaille. Et ceci est important également pour la sécurité, pour l'agronomie et toutes les fonctions que nous avons étudiées durant ces 2 derniers jours. Et en fait, le dernier pilier, c'est comment est-ce que j'y arrive, la partie actuation. Comment est-ce que je réalise mes objectifs avec les différentes variables, avec les mises à jour, avec les mécanismes de planification. En fait, l'action de la mise en application de sa décision. Donc aujourd'hui, je ne peux pas parler très longtemps. Je vais vous parler du GNSS et le système de localisation. Où suis-je? Le premier problème, le premier obstacle, c'est d'avoir que en fait, le signal de correction n'arrive pas au récepteur. En fait, il y a ici une assemblée de producteurs de robots, d'agriculteurs et d'universitaires. Et en fait, si vous pouvez voir ce qui peut se passer, on peut essayer de trouver des solutions, réduire le stress, réduire le temps perdu, etc. Donc tout seul, le GNSS fonctionne à partir d'un système de GPS, Galileo, etc. Tous les satellites, services de satellites qui sont fournis. Et sans ce service de correction, ce service, il est précis à 5-10 mètres. Et on ne peut pas le répéter, et on ne peut pas lancer en route un véhicule. Donc en fait, on a d'abord le système radio RTK, on a donc le signal radio quelque part, avec 400 MHz, 900 pour l'Amérique du Nord et l'Australie. MHz. Et lorsqu'on a une antenne qui transmet sur un réseau ouvert, sur un système qui est tout à fait libre et gratuit, on peut utiliser n'importe quelle fréquence, vous avez le problème que l'agriculteur 1 il va mettre, donc vous avez des interférences et vous avez des sauts de position et vous allez avoir des interférences avec le même système
qui opèrent à côté. Ensuite, on a le système cellulaire VRS avec le signal de correction et reçu par un signal solaire. Et ici, cellulaire, pardon. Et ici, vous voyez des communications beaucoup plus rapides. Vous avez un réseau 2G qui est utilisé pour beaucoup de dispositifs. C'est assez lent, donc c'est remplacé par le 3G, un petit peu plus rapide, avec des fréquences beaucoup plus élevées, avec plus de données transmises. Ensuite, le 4G, qui est maintenant le standard, et le 5G. Et donc, chaque fois qu'on passe à une autre génération, en fait, on opère sur une fréquence beaucoup plus haute, avec un taux de données beaucoup plus haut. Mais il faut être très proche de la radio, de la station de base. Et ça, c'est très contre-productif pour l'agriculture, car traditionnellement, on n'est pas proche des antennes, parce qu'on peut être partout dans le monde, absolument partout. Donc, ne pas vraiment se fier à la population, à la densité de la population pour voir la fiabilité des réseaux. Donc finalement, ça peut avoir des implications pour la réception de ce service de collection. Si on ne le reçoit pas, eh bien, votre robot ne va pas bouger. Si votre robot ne bouge pas, en tant qu'agriculteur, vous êtes en colère. Et un agriculteur en colère, il va appeler son agent, son associé, dire ah, ben, ça ne marche pas, tu n'as pas la correction. Ensuite, il s'énerve et donc vous avez toute cette chaîne. Toute cette chaîne qui peut être affectée. Le point suivant, qui est vraiment un problème sur le champ, c'est vraiment les interférences, car c'est un problème de plus en plus récurrent, car le réseau de radio est de plus en plus congestionné, avec de plus en plus de dispositifs qui transmettent et reçoivent. Et on a des interférences. Donc si vous avez votre système, quelqu'un peut choisir la même fréquence, une entreprise de taxi, quoi que ce soit, et ça va entraîner des problèmes. Et ensuite, les brouilleurs sont de plus en plus communs. Système de brouillage, rappelez-vous, ce scénario, un conducteur de tracteur, il y a son système qui est installé et il n'aime pas l'idée que son boss puisse savoir où il est. Et en fait, très facilement, pour 15 $, il a acheté un petit système de brouillage sur son véhicule et ça bloque le système de réception de GPS. En fait, c'est très petit comme énergie, c'est des 1000 watts. Il se dit, oh, ça ne va pas affecter, ça ne va rien affecter à l'extérieur de ce véhicule. Et en fait, si on regarde que le signal, du point de vue de la perspective GNSS, elle vient de milliers de kilomètres, et bien en fait, à travers l'espace, les débris spatiaux, l'atmosphère, la stratosphère, l'atmosphère, etc. Et bien arriver finalement sur le récepteur qui est pas plus gros qu'une assiette. Et en fait, le pouvoir l'énergie qu'on mesure, elle est tellement petite, c'est très facile de la brouiller. Donc pensez avec le conducteur de tracteur et en fait le système GPS dit mais attends, ma position est compromise et il s'arrête parce qu'il n'est pas sûr de sa position, il n'y a plus d'intégrité donc il arrête. Donc l'agriculteur, par le GPS, sait que ça s'arrête, pas de signal, il va voir ce qui se passe. Il ne voit rien de mal, donc il appelle le fournisseur GNSS, il parle à son agent, et l'agent est très proactif, essaie de résoudre le problème. En attendant, tout fonctionne parce que finalement le conducteur de camion est reparti, il n'a plus brouillé le système et il n'y a plus de problème. Et nous parlions des camionneurs qui mettaient des systèmes de brouillage pour ne pas pouvoir être localisés. En fait, vous pouvez penser que c'est très difficile de changer cette position GNSS, mais il y a Pocomongo. En fait, ce logiciel en open source est tout à fait disponible parce que la communauté tech est très feignante. En fait, ce jeu a été lancé et les personnes voulaient avoir ils ont donc eu les outils pour pouvoir se positionner avec leur iPhone. Ça, c'est sur eBay, sur Amazon, partout.
vous pouvez bouger votre positionnement GPS. Ça semble tout à fait innocent puisqu'on parle de Pokémon. Mais en fait, pensez à une attaque malveillante ou si une personne veut montrer que en fait, il peut complètement déplacer le positionnement du robot agricole. En fait, tout ça, c'est techniquement possible. Ensuite, on parle du brouillage inintentionnel qui est fait de manière non intentionnelle. Donc, il y a beaucoup de bruit, les engines, les moteurs. Et donc, tout ceci peut brouiller la position du GNSS, tous ces bruits. Enfin, vous avez le brouillage intentionnel. Ça, c'est vraiment un problème récurrent. Nous sommes dans un monde où il y a des conflits. Et lorsqu'il y a des conflits, il y a cette guerre électromagnétique. Et donc ça se fait à partir des frontières géopolitiques et des conflits entre les différentes nations. Et on voit ceci à travers le monde aujourd'hui, où les systèmes de brouillage, les brouilleurs intentionnels travaillent au niveau international et engendrent de gros problèmes au niveau international. Donc il faut pouvoir filtrer tout ceci. Donc partons du postulat que vous êtes heureux de votre robot, vous êtes content de votre conception et vous avez pu commencer. En fait, vous allez maintenant devoir collecter les données et surveiller ce qui se passe au niveau du champ. Et c'est là où il peut y avoir des complications avec la conversion des données à partir de certaines données de projection, sets de données et les services qui opèrent de manière différente. Donc, il faut savoir d'où viennent vos données, le format de vos données et comment est-ce que ceci se relie avec votre opération de véhicule. Si vous utilisez par exemple un système de cartographie basé sur le web, si vous cliquez avec votre souris, ce n'est pas forcément là où ça va se traduire sur le terrain. Donc le manque de précision, c'est de 2 cm à 25 mètres de manque de précision. Donc, si vous utilisez ces solutions de cartographie avec les limites, en fait, votre machine, elle va sortir de sa zone de travail. Donc, c'est très important d'y penser lors de votre planification de système. Alors, quels sont les pires scénarios? Il est très important de comprendre la position du véhicule et l'orientation de celui-ci à chaque instant. Donc vous avez le système ISO 18497, c'est la norme qui dit que votre machine ne doit jamais sortir de la zone opérationnelle, la zone de travail. Donc ce n'est pas seulement les machines, c'est également les outils. Donc scénario pour un robot agricole avec un outil qui fait une marche arrière 4 mètres plus tard, plus loin, lorsque la machine tourne, et peut-être elle tourne et elle quitte le geofencing. C'est donc très important de comprendre la direction de cette machine. Et avec l'antenne GNSS, eh bien c'est facile à réaliser lorsque la machine s'arrête. Mais à l'arrêt, il y a un point de positionnement. Il faut donc 2 antennes pour bien comprendre ceci. Et avec les 2 antennes, ça vous donne beaucoup d'avantages. C'est-à-dire que la machine peut travailler sur une bonne trajectoire avec une vitesse beaucoup plus lente, mais également elle peut s'arrêter. Les robots agricoles, comment peuvent-ils évoluer d'ici à 2-3 ans si on a le niveau de confiance pour laisser les robots sur le champ durant une plus longue période de temps? En fait, la machine pourra peut-être s'arrêter et reprendre lorsque les conditions météo sont meilleures. Ça peut être pour également des semis ou pour de l'engrais ou quoi que ce soit.
Donc vous pouvez arrêter le véhicule, vous savez que vous avez une grande confiance sur la trajectoire prise par votre machine et vous savez que le geofencing ne va jamais être dépassé. Également, les systèmes de sécurité font partie vraiment du système, de l'écosystème de la robotique agricole. En fait, on ne peut pas pousser la technologie de plus en plus loin avec des prototypes. En fait, vous avez maintenant assez de tensions et finalement l'industrie regarde, les corps législatifs surveillent cela de très près. Donc il faut maintenant s'assurer que tout ce qui ressort d'un environnement de production est tout à fait sûr. Donc vous avez une position assurée de sécurité, vous savez la direction dans laquelle votre machine est tournée et vous avez le bon matériel sur votre machine, il est sûr et c'est un système fonctionnellement sûr avec encore une fois cette ISO 14157. Et si votre système a dépassé le chemin critique, eh bien, et s'il y a une panne du système, il y a un autre système qui va venir le soutenir. Ou s'il y a un chevauchement de système, eh bien, ils vont se suivre et se contrôler l'un l'autre. So what do we do que fait-on pour gérer ceci et vraiment éviter ces interférences? Eh bien, il y a, grâce aux multiples constellations, nous avons un plus haut niveau de redondance et de signaux qui entrent dans le système. Puisqu'on a un plus haut niveau de signaux, c'est beaucoup plus difficile de brouiller un de ces services. On peut également fournir des systèmes de correction redondants, c'est-à-dire vous pouvez vérifier que votre station de base va vous donner la même position qu'un service de correction satellitaire. Et ceci donc signifie que vous pouvez avoir confiance sur le positionnement de votre machine. Nous avons également différents logiciels, algorithmes qui vous permettent d'arriver à que le système passe directement au signal de correction. Et donc on peut définir les limites, voire pour réduire par exemple la précision, mais ça signifie que votre machine continue à fonctionner et pendant plus longtemps. Et c'est une machine qui travaille plus longtemps, c'est un agriculteur plus content. Enfin, on peut tout combiner pour avoir les redondances. Nous avons un grand nombre de partenaires qui utilisent nos services de correction, notre matériel et notre système de redondance pour réaliser leurs objectifs de sécurité. Donc, comme je disais, le matériel peut également réussir à répondre aux normes. Et dans notre système, le PTP et le NTP pour les capteurs, pour la synchronisation, c'est vraiment très important pour les systèmes. Nous avons également les moteurs ROS, ROS 2 pour l'intégration et la surveillance. Et tout ceci entre dans l'interface web. Donc si vous êtes un un producteur avec un contrôle, vous pouvez également utiliser ces données IMU et si votre machine va passer sous des arbres, vous continuez à avoir une signalisation globale sans qu'il s'arrête. Donc encore une fois, un temps optimisé pour le travail de la machine. Et enfin, les calculs et les algorithmes nous donnent une bonne idée de la direction qui est empruntée par votre machine. Donc, où suis-je? Eh bien, aujourd'hui, nous parlons de deux produits, le Smart 7 et le Smart 2. Et lorsqu'ils travaillent avec vous et en combinaison ensemble, en fait, en conjonction, ils vous protègent contre toutes les menaces et problèmes éventuels qui ont été identifiés. Donc, comme je le disais au début de la présentation, nous, vraiment, l'agriculture, c'est vraiment une grande partie de notre vie et nous aimerions voir que le RM fonctionne dès le début, du début de la production jusqu'à la fin pour aider avec vraiment pour ceux qui ont des systèmes beaucoup plus mûrs de leurs produits,
vous avez les systèmes qui sont vraiment disponibles. Lorsque vous êtes au niveau de l'optimisation des coûts, nous avons également un produit pour vous qui répond à l'ensemble de ces critères. Pour revenir à nos 3 piliers, où suis-je, qu'y a-t-il autour de moi et comment est-ce que j'y arrive? Eh bien, si vous voulez parler des solutions de perception et de produits, venez me voir. Et il y a également Chris, Alistair, Alex, Heather, Tom, donc beaucoup de personnes ici qui travaillent pour nous et s'il vous plaît, n'hésitez pas à rentrer en contact avec eux. Et donc finalement, nous recrutons également des ingénieurs, une équipe de vente, tout un nombre de personnes à travers le monde. S'il y a quelque chose qui vous intéresse, eh bien, s'il vous plaît, rentrez en contact avec nous. Merci beaucoup, James Zabo. Merci. C'était fascinant. Merci beaucoup pour cette présentation. Vous recrutez, donc il y a une université juste derrière nous avec des licences d'agronomie. Est-ce que vous les avez rencontrés? On fait plusieurs ingénieurs agronomes. Ici, on les forme. En fait, on cherche des personnes que, même au niveau des apprentis, jusqu'au niveau de exécutif, senior exécutif. Donc voilà. Alors il faut qu'on vous présente au réseau universitaire pour vous rappeler qu'à Toulouse, nous avons en Occitanie en général, donc la région où nous nous trouvons, nous avons 8 universités avec, qui forment à l'ingénierie, des ingénieurs agronomes, également tout ce qui est intelligence artificielle, technique. Et je vois le prochain orateur, le brillant, fabuleux Thierry Chapuis, qui est également un ingénieur du CNES et qui va parler de son sujet. Mais évidemment, si vous recrutez à la FIRA, nous allons vous donner le réseau des étudiants et des jeunes diplômés. Merci beaucoup, James.